bonjour à tous. Oui, vous avez beaucoup entendu parler ce matin de titrisation bancaire. Mon propos va être un peu différent. Il va surtout se consacrer, se centrer sur ce que j'appelle la titrisation investisseur et ce qui, dans le titre, est indiqué comme étant l'approche invest to lend. Alors, donc je représente un asset manager qui a développé cette pratique de construction de solutions d'investissement alternatifs à destination des investisseurs institutionnels à base d'instruments qui sont des organismes de titrisation ou des fonds professionnels spécialisés et qui s'intéressent au monde du prêt, c'est-à-dire des actifs qui ne sont pas des instruments financiers négociés sur des marchés réguliers. Et donc, donc je vais vous parler d'une utilisation un peu paradoxale de la titrisation, puisqu'il n'a pas échappé, bien sûr, à chacun d'entre vous que le mot peut être entendu dans deux acceptions. La première, c'est la titrisation au sens où les textes définissent ce qu'est l'opération de titrisation, et dorénavant, nous allons avoir un texte qui va définir pour l'ensemble des acteurs européens, pour l'ensemble des régulateurs, une définition commune qui vont, pour simplifier, caractérise la titrisation par le tranchage, principalement appliqué à un ensemble d'actifs avec création de droits différents sur un même portefeuille pour les investisseurs. Là, ce qu'on appelle la titrisation investisseur n'utilise pas nécessairement la technique de la titrisation, même si nous utilisons très fréquemment des organismes de titrisation qui peuvent très bien ne pas émettre plusieurs catégories de titres et donc ne pas répondre à la définition de ce qu'est une titrisation au sens européen. Donc vous étiez, si je puis dire, familier de la titrisation popularisée sur le mode Originate to Distribute. Moi je vais vous parler plutôt de la titrisation sur le mode Invest to Lend, donc en essayant d'être bref, parce que je comprends qu'il faut aller vite. Alors ce sujet Invest to Lend revêt une actualité tout à fait importante et nouvelle, puisque, comme vous le savez, un certain nombre de fonds vont pouvoir, peut-être, sous certaines conditions, dans le futur, octroyer des prêts, ce qui est une innovation majeure, puisque jusque-là, dans les organismes de titrisation que les FPS ne pouvaient pas se livrer des opérations de prêt, mais ils pouvaient et peuvent acquérir des prêts, ce qui est tout à fait différent. Alors, c'est quoi, au fond, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? J'ai envie de dire, c'est très simple. Cette désintermédiation des financements, elle résulte de la conjonction de deux événements majeurs. D'une part, un contexte d'environnement sans précédent de compression des rendements, qui a créé un gigantesque besoin, ceci a été dit par Emmanuel tout à l'heure, de recherche d'actifs de diversification, et d'autre part un mouvement simultané, puissant de régulation de l'activité de l'ensemble des acteurs, Bâle 3 d'un côté, et les entreprises d'assurance avec solvabilité 2. Donc ceci a fait naître chez les investisseurs institutionnels un intérêt nouveau pour le financement direct ou alternatif de l'économie, et enfin il s'avère que c'est une offre plutôt complémentaire ainsi qui se dessine à côté de l'offre bancaire. Là, je suis du côté contrepartie, donc emprunteur, et donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce financement se met en place, ces solutions d'investissement à base de fonds investis en prêt se mettent en place. Alors je vais passer rapidement, vous connaissez le G20, vous connaissez tout ce qui s'est passé. Vous connaissez Bâle 3. Bâle 3, c'est le renforcement des fonds propres, c'est le deleveraging, c'est des exigences prudentielles, des ratios de liquidité, etc. Vous connaissez également solvabilité 2. Emmanuel y a fait allusion tout à l'heure. C'est la contrainte de l'évaluation en juste valeur de leur risque et avec des charges en capital associées. C'est un vrai sujet pour les assureurs qui les amène, par conséquent, à chercher d'autres actifs. Le phénomène historique de la compression des rendements, je n'y insiste pas, vous connaissez là encore, les décisions récentes de la BCE n'arrangent rien de ce point de vue-là. Il faut donc trouver des actifs de substitution quand on est investisseur institutionnel. Alors qu'est-ce que dessine en quelque sorte, quel est le paysage qui a été dessiné par cet alignement des planètes, si je puis dire, cette conjoncture astrale un peu spécifique? Eh bien c'est d'abord un retour en grâce de la titrisation d'une certaine manière, et le règlement qui est en cours d'élaboration en témoigne, et c'est surtout le développement parallèle de deux approches de la titrisation. C'est la titrisation bancaire, je n'insiste pas, c'est celle dans laquelle le crédit passe à l'épargne, les crédits font des dépôts, et puis à côté de ça, la titrisation investisseur, celle dans laquelle c'est l'épargne qui possède le crédit. Et ceci donc résulte du bouleversement des stratégies d'allocation d'actifs des institutionnels, compte tenu de leurs nouvelles contraintes de passifs. Je n'insiste pas.
donc avec la recherche de rendements décorrélés, immunisés contre la volatilité. La volatilité, c'est l'ennemi, la volatilité, c'est la charge en capital. Il faut donc se protéger et trouver un accès professionnel sécurisé à des actifs qui sont peu volatiles. Alors, du coup, vous voyez tout de suite la justification pour les institutionnels de s'intéresser à la classe d'actifs prêts. C'est une classe originale, à laquelle les institutionnels peuvent s'intéresser de différentes manières. Soit ils le font directement, ils le font à travers de mandats, ils le font directement en entrant des prêts dans leur bilan. Ça pose des tas de sujets techniques et des difficultés, bien sûr, que certains connaissent ici, et donc de sorte qu'il y a un intérêt pour un certain nombre d'entre eux, et ceux qui sont de plus petite taille, parce qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens de rechercher eux-mêmes et de sélectionner eux-mêmes les bons actifs, eh bien c'est le retour à une forme d'intermédiation au travers de fonds de prêt. Alors cette tendance, c'est une tendance de fond, me semble-t-il, dans les pays développés. Vous connaissez le mode de financement de l'économie américaine, donc un monopole pour les dépôts, mais pas pour les crédits, avec un financement par le marché autour de 70%, peu importe les chiffres, et 30% seulement par les banques, avec un rôle très puissant des institutionnels. S'agissant de l'Europe, et plus particulièrement de la France, comme on sait, c'est plutôt l'inverse. Et donc on voit bien que les contraintes internationales que j'ai évoquées tout à l'heure vont de plus en plus pousser un déplacement du curseur, progressivement probablement, vers davantage de financement des intermédiaers, davantage de financement passant à côté ou en complément des banques. Et donc c'est ce sujet du besoin vital des institutionnels que les asset managers doivent adresser, si je puis dire, en trouvant de bonnes solutions pertinentes au travers de ces fameux fonds de prêt. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après que l'on ait beaucoup entendu parler pendant quelques années du shadow banking et de ses horreurs, on a plutôt le sentiment que les pouvoirs publics en France et en Europe ont plutôt accompagné ce mouvement-là plutôt qu'ils ne l'ont freiné. Alors certes, tout le monde est conscient de la responsabilité qu'il prend ce faisant, et donc on voit bien que, d'une part, pour les grosses transactions, donc les prêts de grande taille, c'est un phénomène de désintermédiation majeur qui est intervenu. Les grands corporates n'ont pas vraiment besoin des établissements de crédit pour trouver des financements. Ils ont besoin en revanche de banques de marché pour leur permettre d'accéder aux ressources nécessaires. Et donc ça c'est la désintermédiation. Et le mouvement de réintermédiation se passe effectivement par ces fonds de prêt, ces plateformes de crowdfunding, et avec aussi l'arrivée de l'EuroPP qui est venu offrir des solutions intéressantes pour ceux qui sont en recherche de financement. Et donc cette tendance a été plutôt facilitée par les pouvoirs publics. La directive AIFM a rendu l'accès de ces classes d'actifs plus aisé. Les réformes successives du Code des assurances en 2013 et 2014, puis donc avec des effets d'entraînement sur un certain nombre d'autres institutions, avec notamment les réformes de la fin 2014 qui ont permis aux entreprises assujetties au Code de la sécurité sociale et de la mutualité d'accéder à cette classe d'actifs, montrent dans quel sens va le mouvement. Et j'ajoute enfin, c'est la création d'actifs qui, ceci ne vous a pas échappé, donc par l'effet de l'article 10 du règlement, pourront dorénavant octroyer des prêts. Et donc, ces financements régulés, puisqu'en fait nous sommes bien régulés, nous sommes bien, en tant qu'asset manager, placés sous la supervision de l'autorité des marchés financiers, on crée un cadre extrêmement strict, dans lequel les asset managers décident de concevoir des solutions d'investissement répondant aux besoins de ces derniers en réalisant la meilleure allocation. Donc on est très loin du monde des subprimes, si je puis dire, et du monde des CDI. Principe général, je passe très vite, donc de fonctionnement. Un fonds, c'est quoi? Eh bien, c'est un véhicule dans lequel on fait rentrer d'un côté des investisseurs sur la base des propositions de stratégie d'investissement, et les fonds mettent en œuvre cette stratégie avec des équipes dédiées, spécialisées. Donc vous avez vu chez un certain nombre d'asset managers des équipes se renforcer avec la venue de collaborateurs ayant une véritable expérience dans le monde du crédit, dans le monde de la banque d'investissement, pour concevoir ces solutions d'investissement. Au passif, les fonds fonctionnent, à dire vrai, comme les fonds de private equity. Donc en règle générale, on lève des engagements de souscription, on n'appelle pas immédiatement les fonds, puisqu'on va se mettre en situation de déployer cet argent au fur et à mesure des opportunités que l'on détecte, et en fonction, bien sûr, de l'intérêt de l'investisseur. Généralement, ces fonds de prêt, au moins en France pour le moment, n'ont pas recours à l'effet levier, et donc on est dans un système qui
qui ne crée pas de masse monétaire, donc de manière extrêmement claire. Faible risque de conflit d'intérêts, c'est un point qu'il faut souligner parce qu'un fonds et une société de gestion n'a qu'un seul objet, enfin une société de gestion n'a qu'un seul objet, gérer les fonds, et donc n'est pas pris, si je puis dire, dans les risques, je dis bien, de conflits d'intérêts qui peuvent survenir au sein d'un établissement bancaire à large capacité, avec des contraintes, si je puis dire, liées à la coexistence et la cohabitation des différentes activités entre elles. Et donc, s'agissant du dernier avatar, si je puis dire, des fonds de prêt, bien, vous le savez, ce sont les fonds de prêt à l'économie, donc tels que définis par le décret du dessous, qui ont popularisé, donc les FPE, qui ont pu populariser chez les institutionnels ce mécanisme. Alors, c'est quoi le nouvel écosystème qui est créé par ce nouveau mode de financement? Avant 2008, vous le savez, c'était un monde plutôt dominé par les grandes banques, qui originaient, qui structuraient et qui faisaient appel pour le placement à une foultitude de banques de rang intermédiaires qui venaient dans les syndications, etc. Le changement du paradigme bancaire est important, donc toutes les banques de rang intermédiaire ne sont plus vraiment là pour venir participer à la syndication. Il faut trouver des investisseurs. Ces investisseurs peuvent être des investisseurs en direct, mais aussi ils sont des fonds. Et donc c'est un nouvel écosystème qui se met en place. Ça c'est depuis 2008. Et donc, contrairement à ce que l'on a souvent dit, le monde dans lequel vivent les asset managers qui s'intéressent à cette classe d'actifs et le monde des banques n'est pas du tout un monde antagonisant, c'est pas un monde de conflit, c'est pas un monde de compétition absurde. Je crois que c'est plutôt, au fond, un vrai monde de coopération. Chacun défend ses intérêts, les fonds défendent les intérêts des investisseurs qu'ils représentent, les sociétés de gestion évidemment, qui le font pour ces fonds, et donc défendent d'autres intérêts qui sont tout à fait louables et légitimes, mais donc on voit bien qu'il y a un mécanisme par lequel les fonds de prêt travaillent, cofinancent, travaillent avec les établissements bancaires, etc. Donc c'est pas du tout un système antagonisant. Et donc le nouveau système, c'est quoi? C'est des asset managers avec des équipes spécialisées, je l'ai dit, qui viennent souvent des banques. C'est une substitution partielle et progressive des fonds intervenants traditionnels. Très bien. Et puis, c'est un système qui est plutôt d'ailleurs vigilant. Chacun est bien conscient que développer ce nouveau monde suppose un certain nombre de précautions et il faut y veiller. Donc, les fonds, les investisseurs institutionnels ne sont pas et ne doivent pas se considérer comme des supplétifs des banques. Donc, ce ne sont pas des déversoirs pour des crédits dont les banques ne voudraient pas. Non, ce sont des vrais partenaires pour lesquels on choisit d'investir dans tel ou tel prêt, etc. Ça suppose beaucoup de recherche, crédit, ça suppose aussi une organisation rigoureuse en termes de prévention des conflits d'intérêts, etc. Quand on regarde maintenant ce que représente cette tendance de fond, toujours, on voit que dans un premier temps, il y a 4 grands secteurs, pour simplifier, qui ont été concernés par cette nouvelle intermédiation. C'est le financement de l'immobilier, je peux parler de l'immobilier commercial, bien entendu, le financement, c'est l'asset finance, le financement de l'immobilier, le financement de l'infrastructure, le PPP, etc. Le financement des entreprises également, et puis aussi le financement du secteur public, donc les collectivités locales. Ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance et qu'au fur et à mesure que l'appétit des investisseurs s'intensifie, si je puis dire, d'autres classes d'actifs peuvent être l'objet de ce type de financement. C'est du leasing, il s'agit de tout le trade finance, le financement de stock ou que sais-je, le financement du secteur public hospitalier et bien d'autres. Et donc, avec un souci, s'agissant de ces fonds, c'est la vitesse du ramp-up, parce que dans un monde de forte compression des rendements, tout le monde est à la recherche des mêmes actifs. Donc il faut pouvoir, quand on a suscité l'intérêt d'investisseurs, quand on a levé du capital, il faut pouvoir le déployer. Les stratégies développées par les asset managers sur cette nouvelle activité sont diverses. Donc, on peut la caractériser maintenant. Déclinaison sectorielle, donc par connexité. Je suis un spécialiste du LBO, je vais m'intéresser au financement du LBO. Je suis un spécialiste de la gestion d'actifs immobiliers, je vais m'intéresser au financement des professionnels de l'investissement, etc. Autre approche, je suis un professionnel du crédit, je gère des obligations et autres instruments. Je m'intéresse à la gestion du poche taux dans sa forme non liquide, donc instrument juridique à caractère financier. Il y a des approches mixtes, donc transversales. Et donc ça, c'est ce que l'on observe en France depuis 2011-2012 finalement. Et donc en Europe, on voit plutôt, c'est quelque chose d'assez différent
que l'on observe, c'est la domination des grands fonds de l'eau. Donc, nous lisons un peu tous la presse internationale, on voit tout de suite que les asset managers lancent des fonds de 500, 600 millions, 1 milliard, etc. La France ne connaît pas encore ce mouvement-là, mais c'est peut-être ce vers quoi les choses vont évoluer. Donc ces fonds, d'ailleurs, en Europe, sont plutôt tournés sur le marché secondaire que sur le marché primaire, c'est un fait, et avec une domination très claire des grands groupes. Alors en quoi ces fonds sont une réponse aux besoins des institutionnels? Bon, mais je ne vais pas y insister beaucoup. Qu'est-ce que nous essayons de capter, nous, en tant qu'asset manager, au service de ces investisseurs institutionnels? C'est la prime des liquidités, c'est trouver une situation dans laquelle nous pouvons transférer le bénéfice de ce qui n'est pas liquide sur le marché, et donc qui est un peu moins prisé, donc en l'encapsulant dans un fonds. C'est aussi d'une certaine manière une prime de complexité, dans la mesure où il ne suffit pas d'allumer sa télé, si je puis dire, pour trouver des actifs. Donc on peut sur le marché obligataire avoir un écran Bloomberg, avoir un écran je ne sais quoi, etc. Et on va trouver des actifs. Là, il faut aller les chercher, c'est comme dans une banque d'ailleurs, il faut aller chercher des actifs, même sous-jacents, pour voir dans quelle mesure ils peuvent être financés, et en conséquence trouver des solutions pertinentes d'investissement. Alors pourquoi c'est satisfaisant pour les institutionnels? Eh bien, cette illiquidité permet d'échapper à des contraintes de capital trop lourdes, puisque c'est peu volatile, etc. Le rendement prime d'illiquidité est souvent un peu meilleur par comparaison, donc c'est intéressant également. Et donc, sous réserve bien sûr de disposer des bonnes équipes, eh bien, c'est quelque chose qu'il est intéressant de regarder. Peut-être un focus, mais je ne vais pas y insister parce que sinon je vais être trop long, sur les fonds de crédit économique. Ceux qui ont été créés par un décret d'août 2013. Ils ont alors là une caractéristique très simple. D'abord, ils ne sont pas tranchés. Donc, le principe même, c'est qu'un fonds de prêt ne peut pas être tranché. Donc, on est à l'opposé de la titrisation au sens de la définition que j'ai évoquée tout à l'heure, la définition européenne. Ce sont des fonds qui sont réservés aux investisseurs institutionnels, assureurs dans un premier temps. Dorénavant, d'ailleurs, il ne vous a pas échappé qu'ils sont ouverts à d'autres acteurs, notamment les entreprises qui relèvent des codes de la mutualité et des codes de la sécurité sociale. Je ne vais pas y insister beaucoup. Donc il y a un certain nombre de règles qui président à leur fonctionnement, à la construction de leur portefeuille, aux conditions dans lesquelles il est rendu compte de la gestion, les conditions dans lesquelles la valorisation trimestrielle des actifs doit intervenir, etc. Je souligne, en passant très vite, qu'ils bénéficient d'un régime qui est favorable sur le plan comptable, puisqu'ils auraient dû être classés en R332-20 dans le langage des assureurs. Ils bénéficient d'un régime du troisième type, donc le régime R332-20 sans la provision pour risque d'exigibilité. C'est un instrument qui est régulé par l'AMF, même si, ceci est intéressant à noter, ce n'est pas un véhicule régulé par le COMEFI. Au fond, le FPE n'est rien d'autre qu'un sous-produit, si je puis dire, soit d'un FPS, soit d'un OT. Eux sont bien sûr des véhicules régulés par le code monétaire et financier. Donc la définition du FPE est une définition qui ne concerne que les assujettis à ces règles. La 332-14 est équivalent chez les autres acteurs. Donc dans ces fonds, typiquement, eh bien, on est un gérant et on sélectionne, on instruit, on décide d'investir, et ensuite on gère la position, etc. Pas de jeu, voilà. Beaucoup de souplesses qui ont été introduites au fil du temps par les décrets, avec la possibilité dorénavant de couvrir le risque de taux, mais également le risque de change, la possibilité de conclure des repos, voire même la possibilité de détenir des titres de capital reçus à titre accessoire. Ce n'est pas inintéressant. Maintenant, où en sommes-nous? Parce que c'est peut-être ça qui est intéressant de balayer rapidement. Fin 2015, eh bien d'abord, on peut dire qu'il y a une véritable complémentarité du financement bancaire et du financement alternatif. Le débat du shadow banking, par certains côtés, dans sa dimension non régulée, on peut considérer qu'il est dépassé. Les partenariats qui se sont développés avec les grands établissements bancaires et les grands assureurs montrent également qu'il y a une pratique qui s'est généralisée et qui est maintenant bien organisée. Le développement est plutôt progressif, est plutôt maîtrisé, c'est ça qui est intéressant. Tout le monde est attentif, les régulateurs le sont, que ce soit la CPR, que ce soit l'AMF, bien sûr. Les institutionnels également ne sont pas
comment dirais-je, ne sont pas précipités de manière irraisonnée vers cette nouvelle classe d'actifs. Ils le font avec beaucoup de prudence, avec des processus de due diligence exigeants, et donc il faut le souligner. Alors malheureusement, je ne peux pas vous donner de chiffres à fin 2015, mais fin 2014, on était à peu près à 14 milliards d'euros levés, 8 milliards d'euros à peu près. On peut estimer, d'après le petit pointage que nous avons déjà fait, et on va essayer d'actualiser ces chiffres, on doit être autour de 20 milliards d'euros déjà levés, et à peu près 14 milliards d'euros qui ont été déployés sur ces différentes stratégies, au nombre de, pour simplifier, 4. Le corporate devrait être au-dessus de 50%, il était à 55%, l'immobilier d'entreprise 30%, les infrastructures 13%, et le secteur public 2%. On en saura davantage dans quelques semaines. Les fonds de prêt, enfin c'est quoi? C'est un maillon essentiel, de mon point de vue aujourd'hui, au financement de l'économie. Les perspectives de nouvelles levées de fonds sont là, elles sont réelles, pour des montants qui sont en train de croître, c'est plutôt bon signe. La concurrence est accrue, bien sûr, mais ce qui est simple, avec la recherche d'actifs éligibles, dans toujours ce même contexte prégnant de resserrement des spreads. Il y aura des consolidations d'équipes de financement, parce qu'on peut considérer qu'en deçà d'un certain seuil, 2 milliards, il sera difficile de se développer. Attention aux inévitables risques de défaut, ce serait dommageable, et tout le monde est conscient qu'il faut y veiller. Les conditions du développement, je n'insiste pas, équipe indépendance, accès aux données fiables, FIBEL, donc ça va être le cas. L'assouplissement de certaines dispositions S2, la spécialisation partie de recherche, etc. Les actifs, avec la possibilité pour les fonds de prêt d'être labellisés en actifs, devraient concourir à la popularisation de ce type d'instrument. Et enfin, donc un marché qui va connaître un accroissement de la taille unitaire des fonds. Voilà le paysage que vous pouvez dresser.